Bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. Nous allons aujourd'hui revenir à froid sur la défaite d'hier parce que j'ai vu le catastrophisme ambiant de la commu, je m'y attendais. Je pense que pour tous ceux qui sont habitués au Barça, surtout à l'époque des Xavi, Koeman, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Moi ça ne m'a pas choqué tant que ça. J'ai pris du recul à titre personnel après la défaite, même à chaud. J'avais réussi à prendre assez de recul dans le débrief pour pas faire un débrief sous le coup des émotions, être en colère, insulter tout le monde, même si Olmo mérite toutes les insultes du monde, mais bon, on va pas non plus se focaliser sur un seul joueur. Voilà, tout ça pour vous dire que, les gars, ça ne sert à rien d'aller dans certaines conclusions. Ça ne sert à rien d'être dans les extrêmes et je vais vous expliquer exactement pourquoi. Alors, loin de moi, l'idée de dire ici que les supporters du Barça n'ont pas le droit d'être déçus, qu'ils n'ont pas le droit d'être en colère. Moi, je suis en colère de la défaite. Pensez pas, je suis en colère de la défaite, je suis déçu de la prestation du Barça. Je l'ai dit hier dans le débrief, je suis en colère, je ne suis pas du tout content de la prestation sur 60 minutes du match, voire plus. Donc, c'est pas une question de valider ou ne pas valider la contre-performance d'hier. Moi, je vais beaucoup plus loin que ça. Parce que moi, ce que je m'apprête à vous expliquer aujourd'hui, c'est mon ressenti par rapport aussi au moyen terme, voire au long terme. C'est une sorte de vidéo d'enseignement, mais en pêle-mêle, ça va pas être autant structuré que les vidéos d'enseignement d'habitude. Donc voilà, c'est pas que lors des victoires qu'il y aura des vidéos d'enseignement, il faut aussi des vidéos d'enseignement lors des défaites. Et je pense que c'est important pour vous d'entendre ce que j'ai à vous dire. Je dis pas que je tiens la vérité, la raison. Je vous partage juste mon analyse avec mes arguments. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci, on pourra débattre dans les commentaires. La première chose que j'ai à dire ici, on va commencer très fort parce que je sais que c'est quelque chose qui va choquer beaucoup de monde. Beaucoup de gens ne seront pas contents par rapport à ce que je vais dire là. Je pense qu'il y a une grande... Je me suis rendu compte, en fait, hier. C'est hier vraiment que je me suis rendu compte. Je pense qu'il y a une grande majorité des supporters du Barça qui ont un complexe de supériorité. Oui, un complexe de supériorité. Pourquoi? Parce que, après le match d'hier, j'ai appelé les gens à ne pas être dans le catastrophisme, à ne pas être dans les excès. Ils ont le droit d'être déçus, naturellement. C'est une défaite. Personne ici ne cautionnera une défaite, peu importe la manière, peu importe le contexte, l'adversaire, etc. Et ça m'a valu des insultes, des gens qui t'insultent même ta mère pour du foot en 2025, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Des gens qui, même avant le match, te disaient que, vu le contexte, le Barça doit gagner au moins par 2 buts, 3 buts d'écart face à ce PSG amoindri. Le Barça aurait dû aller en finale de Ligue des Champions, aurait dû battre le PSG en finale de Ligue des Champions. En fait, c'est des gens, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a beaucoup de supporters du Barça qui ont pris la grosse tête. C'est la vérité, je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Moi, je pense qu'on devrait vraiment revenir sur terre. Si on n'est pas allé en finale de Ligue des Champions, c'est parce qu'on ne le méritait pas. C'est pas quelque chose qui nous était dû, qu'on nous a enlevé. On ne le méritait pas. C'est tout. C'était notre plafond. Nous ne sommes pas la meilleure équipe du monde. La meilleure équipe du monde, factuellement, c'est le PSG. C'est la meilleure équipe du monde en titre et ils l'ont prouvé hier sur, allez, environ 60 minutes où tu as été dans la machine à laver. Maintenant, on va essayer d'expliquer pourquoi c'était le cas. Ce gap, est-ce que c'est possible de le fermer? Moi, je pense que c'est possible. On en parlera encore une fois dans cette vidéo. C'est pour ça que je vous dis que ça ne sert à rien d'être dans le catastrophisme, de vraiment prendre du recul parce que moi, je suis déçu, je suis en colère. Mais je suis pas non plus fataliste. Et je pense même comprendre la vérité, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce complexe de supériorité, ou en tout cas, pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de gens qui sont en mode, allez, il faut brûler le club, ça y est et tout. En fait, je pense que, dû à la rivalité, entre guillemets, avec le Paris Saint-Germain, les réseaux sociaux, les vannes, tout ça, là, le fait que Paris batte le Barça régulièrement sur ces dernières années, je pense qu'il y a beaucoup de supporters du Barça, pour eux, c'était inimaginable, c'était inconcevable de ne pas gagner face au Paris Saint-Germain, encore pire de perdre face au Paris Saint-Germain. Donc ces personnes-là sont tombées de tellement haut, en fait, que pour eux, plus rien n'existe après ce match-là. Faut tout détruire, faut tout brûler. Le Barça n'est pas digne de jouer au football. J'ai pourtant prévenu dans l'avant-match. Je vous avais dit, peu importe le résultat de ce match, dans le positif ou dans le négatif, faudra pas tirer de conclusions hâtives et tout jeter à la poubelle, ou en tout cas faire des conclusions positives, hâtives, en mode ça y est, on va gagner la Ligue des Champions. Parce que c'est vrai que les deux équipes sont diminuées. Par exemple, la veille du match, moi j'avais dit quelque chose, j'avais dit sur Twitter que il y a beaucoup qui minimisent par exemple l'absence de Johan Garcia. Johan Garcia, au-delà du fait qu'il est capable de te faire des arrêts de fou et te sauver des occasions, c'est un mec balle au pied qui est capable de te trouver des angles de passe. Si Flick aligne Eric Garcia et Koubarsi ensemble pour un match pareil, c'est parce que sur le marquage individuel, ça sera quasiment du 1 sur 1.
T'es obligé de trouver un extra joueur qui est capable de trouver des angles de passe, des solutions de passe, et c'est ton gardien. Chevalier l'a fait plusieurs fois dans le match, et le Barça était incapable, parce qu'à chaque fois que Chesney avait le ballon, c'était directement soit des dégagements ou des passes très prévisibles qui amenaient le pressing là où le Paris Saint-Germain le voulait. Ces mêmes personnes-là qui ont ce complexe de supériorité sont venues me dire dans les commentaires, ou même citer mon tweet en mode « Ouais, mais pourquoi vous stressez? On est le Barça quand même, Hansi Flick va trouver la solution, vous êtes insupportable à stresser, nous sommes le Barça. » Ok. Après le match, ce sont ces mêmes personnes-là qui sont en mode « faut détruire le club ». Vous voyez l'incohérence un peu? Ça me ramène d'ailleurs à parler des absences, sur le poids des absences sur ce match-là. Parce que l'analyse facile aujourd'hui, c'est de venir faire le constat selon lequel Barça a perdu face à l'équipe Z du Paris Saint-Germain. Moi, je trouve que c'est totalement, mais totalement faux de dire ça. Pourquoi? Parce que là encore, sur ce que je vais dire, beaucoup de gens ne seront pas d'accord, mais c'est mon avis, c'est mon analyse, je vais donner mes arguments. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci, on pourra en débattre. Moi, j'estime, avec du recul, vraiment avec du recul, que les absences du Barça lui ont été plus préjudiciables que les absences du Paris Saint-Germain. Et là, wow, ça doit être la panique dans les commentaires, mais il est fou, qu'est-ce qu'il raconte? Je vais vous dire pourquoi est-ce que je dis ça, tout simplement. Moi, je regarde cette équipe du Paris Saint-Germain, leur logiciel collectif est tellement au point que je me dis que la perte d'un, deux, voire trois joueurs titulaires n'est pas suffisante pour dérégler toute la machine. D'autant plus que c'est facile de faire du foot fiction et venir nous dire ici, oui, si c'était avec Dembélé, si c'était avec Vara, si c'était avec Doué, ça aurait été encore pire pour le Barça. Mais je suis désolé. Moi, j'ai vu ici Désiré Doué jouer face à Pedro Porro, se faire éteindre par des Pedro Porro. J'ai vu Désiré Doué se faire éteindre plein de fois dans de grands matchs. J'ai vu Dembélé face à Chelsea se faire éteindre par Chelsea. D'ailleurs, c'est la présence de Dembélé qui fait en sorte que le Paris Saint-Germain perd des ballons compliqués parce que Dembélé tente des choses dans des zones difficiles, il perd le ballon, contre-attaque, but. J'ai vu Vara se faire éteindre par Koundé 2 fois de suite, alors que le petit Mbaye est là, il a fait de la misère à Koundé. Donc vous voyez, le foot ce n'est pas une science exacte. Le foot n'est pas une science exacte. Arrêtez le foot fiction là, de se dire avec X, Y, si c'était ci, si c'était ça, si c'était ci. Un Dembélé, un Vara, un Doué, ils auraient très bien pu être là et faire un grand match, tout comme ils auraient pu être là et faire des mauvais matchs et faire perdre leur équipe. On a vu hier le petit Mayulu, il a joué extrêmement simple, il a respecté le jeu, il n'a pas tenté des choses compliquées parce qu'il n'a pas la responsabilité de tenter des choses compliquées. Il a joué simple, il a joué pour le collectif. D'ailleurs, il me rappelle un peu Moussiala, ce gamin, il est très fort. Luis Enrique a priorisé les profils plutôt que les noms, et c'est des profils qui ont fait mal au Barça, tout simplement. Donc ça ne sert à rien de venir, juste parce qu'il y a 2 gamins comme ça, talentueux sur la pelouse, nous dire « oui, c'est honteux ». Honteux de perdre face à une équipe Z du Paris Saint-Germain, d'autant plus que ceux qui t'ont le plus fait mal sur ce match-là, ce sont les latéraux du Paris Saint-Germain, qui sont les 2 meilleurs latéraux au monde. Aussi simple que ça. Donc non seulement le PSG a été en mesure de remplacer ses absences de poids par de très bons joueurs, et puis derrière, le banc des remplaçants, il faut rentrer Kangin Lee, Gonzalo Ramos, qui ne sont pas réputés de base être de très grands joueurs lorsqu'ils sont titulaires, mais la rentrée de Kangin Lee, hier, c'est du Messi prime quasiment, ou dans les petits espaces, il ne perd aucun ballon, frappe sur le poteau, il est survolté. Gonzalo Ramos aussi, qui fait une très belle entrée. Maintenant, lorsqu'on se tourne du côté du Barça, lorsque le PSG est capable de substituer des absents importants sans que ça ne se ressente sur l'aspect collectif, c'est pas le cas du Barça. Je suis désolé. Moi, je l'avais dit avant le match. J'avais pré-shot ça aussi. Avant le match, j'avais dit que l'absence de Joan Garcia serait préjudiciable pour le Barça. Ça n'a pas manqué. Et je vous ai dit aussi, je l'avais dit en vidéo, que l'absence de Rafinha, beaucoup minimisent l'absence de Rafinha, mais l'absence de Rafinha, elle était ultra clutch pour le Barça dans le mauvais sens du terme. Pourquoi? Parce que Rafinha, c'est le premier instigateur du pressing du Barça. C'est lui qui met en place le pressing, c'est lui qui amène tout le monde dans son sillage, c'est lui qui organise aussi souvent le pressing, Rafinha. Rashford ne fait pas pourtant un mauvais match, bien au contraire, Rashford fait un très bon match. Le problème, c'est que Rashford et Rafinha, il y a une grande différence. Dans le jeu sans ballon, il y a une galaxie d'écart entre Rashford et Rafinha. Une galaxie d'écart d'ailleurs entre Rafinha et n'importe quel autre joueur sur Terre. Pour moi, Rafinha, dans le jeu sans ballon, c'est le meilleur au monde. C'est aussi simple que ça. Dans les appels de balles, dans les pressings, les contre-pressings, dans tout ce qu'il apporte en termes d'énergie, Rafinha, il est injouable. D'autant plus que Rafinha, c'est le meilleur buteur ex aequo de la Ligue des Champions dernière. Il faudra même vérifier s'il n'est pas en plus meilleur passeur de la Ligue des Champions dernière, en plus. Mais là, c'est pas en termes de goal assist que Rafinha a manqué. Parce que si c'est le cas, on peut parler aussi de Dembélé, déstabilisateur, niveau Ballon d'Or, etc. Là, la différence, c'est que sans Dembélé, le PSG est capable de toujours mettre en place un pressing ultra cohérent. Sauf que sans Rafinha, on sent que celui du Barça est beaucoup moins cohérent. Et ça s'est ressenti sur le match hier. Maintenant, on peut aussi parler de
l'absence de Baldé. Baldé, un titulaire de base, indiscutable. Baldé, moi, sa rentrée, elle était catastrophique, hein. Mais Baldé, ça se voit, il n'avait pas de rythme. Gérard Martin a fait un match plutôt correct. Pour moi, voilà, c'est scolaire. Ce qu'il fait, c'est pas mauvais, Gérard Martin. C'est pas à cause de lui, entre guillemets, que c'est compliqué. C'est plus son profil qui fait en sorte que dans un match pareil, où il y a tous les joueurs qui sont encore une fois sur un marquage individuel, ben, t'as besoin que certains joueurs fassent un dépassement de fonction, notamment, soit les ailiers, comme Lamine Yamal qui déstabilisait, ou alors tes latéraux. Et c'est là que le PSG a tué le Barça. Parce que Nuno Mendes et Hakimi, les deux buts du Paris Saint-Germain viennent d'eux. Et nos latéraux, tu fais le parallèle, c'est trop scolaire. Koundé, voilà, on connaît ses limites. Offensivement, il va pas faire du Nuno Mendes, il va pas faire du Hakimi, on le sait de toute façon de base. Et puis Gérard Martin aussi, pareil, ses limites, on les connaît. Alors que Baldé à 100%, moi je veux pas tomber sur Baldé à cause de sa rentrée pourrie, hein. Pour moi, il manque de rythme, il n'était pas prêt, ça se voyait à des kilomètres. Mais un Baldé à 100% qui débutait ce match-là, il est capable d'éliminer par le dribble, par la vitesse. Il y a un moment donné, Gérard Martin se retrouve en position où il peut prendre de vitesse la défense du Paris Saint-Germain. Ils ont fait un pressing, ils l'ont raté et Gérard Martin se retrouve dans le camp adverse du Paris Saint-Germain avec de l'espace. Conduite de balle mal amenée, il perd le ballon tout de suite. Et là, j'imagine un Baldé à 100% de ses capacités, cette action-là, elle va au bout. Donc ça ne veut pas dire non plus que Baldé aurait absolument tout changé, mais ça aurait amélioré certaines choses. Un Baldé, je répète encore une fois, à 100%. Pas la version de Baldé qui est rentrée hier avec un cerveau pas fonctionnel, qui ne sait même pas comment s'aligner derrière, qui va rentrer sur son défenseur central. Une autre absence que les gens minimisent, pour moi qui ne devrait pas être minimisée, c'est celle de Fermin. Parce que là, on parle de Fermin comme... Il y a beaucoup de gens qui en parlent comme, surtout des observateurs extérieurs neutres qui en parlent comme juste un simple remplaçant. Mais Fermin, je rappelle aux gens qu'il était passé titulaire devant Olmo en ce début de saison et ce n'est pas un hasard. Olmo ne débute pas contre Newcastle, ce n'est pas un hasard. Olmo ne débute pas contre Valence, ce n'est pas un hasard. Fermin Lopez lui était passé devant parce que Fermin Lopez était largement plus intéressant déjà avec le ballon. Faut le dire, avec le ballon, Fermin est beaucoup plus incisif, il est capable de marquer des buts, de faire des passes décisives, mais surtout, sans ballon, son activité, Fermin Lopez, et c'est ça aussi, hein, le problème de ne pas avoir Gavi, ça se ressent aussi, mais surtout Fermin, parce que c'est lui qui, on va dire, entre guillemets, qui est disponible actuellement, mais l'absence de Fermin, elle s'est fait ressentir, je suis désolé, dans l'intensité que tu amènes, tu vois Olmo qui trottine, qui se replace, qui rate des trucs, qui tente des frappes au milieu de terrain, même pas cadré, frère, ça y est, au bout d'un moment, un match sans saveur, t'as l'impression qu'il a pas d'eau, en fait, il est là, désarticulé, frère. Fais-toi violence, je sais pas, fais quelque chose. Olmo, moi je suis désolé, il m'a extrêmement déçu et Fermin m'a énormément manqué, je l'ai dit dans le débrief. Je pense que Fermin est là, je dis pas que Fermin change totalement la physionomie du match ou quoi que ce soit, mais en termes d'intensité, je pense déjà qu'il y a une grosse différence par rapport à la présence de Olmo. Parce que Olmo, l'intensité, elle n'est pas là, on le voit pas, c'est ça le problème. Et pour ne rien arranger, lorsque le Paris Saint-Germain fait rentrer des remplaçants qui font la différence, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais toi tu fais rentrer un mec qui revient des croisés, Bernal, qui n'était pas du tout prêt pour un match pareil, tu fais rentrer Casado qui n'est pas au niveau pour un match pareil. Je suis désolé, il y a une différence. C'est factuel, l'impact des absents d'un côté n'est pas le même que de l'autre. Si à la place de Bernal, Casado, tu es capable de faire rentrer Gavi, Fermin, déjà, il y a une différence. Donc voilà, maintenant, si vous voulez faire des analyses en mode, oui, équipe Z du Paris Saint-Germain, honteux, Barça, ok, c'est votre droit. Ce n'est pas mon analyse. Je viens de vous expliquer l'impact des blessures. Je vous ai dit pourquoi. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous disais que je voulais absolument que les deux équipes soient à 100% de leur capacité, que tout le monde soit là, qu'il n'y ait pas en fait des absences préjudiciables pour l'une ou pour l'autre, parce que c'est difficile de tirer des conclusions là, avec les absences qu'il y a eu durant ce match-là. J'espère de tout cœur que le Barça et le Paris Saint-Germain vont se rencontrer de nouveau plus tard dans la saison, avec tous les joueurs importants de disponibles, parce que là, on peut parler autant qu'on veut, mais les absences ont quand même eu un impact sur ce match. Maintenant, il ne faut pas se cacher derrière les absences, il ne faut pas non plus tout analyser sous le prisme des absences. Moi, je vous dis pas par là que c'est à cause uniquement des absences que le Barça s'est fait battre. Attention, parce que là, beaucoup de gens ont déjà quitté la vidéo en mode, voilà, ils se cachent derrière les absences. Ah là, non, c'est pas ce que je dis. Ce que je vous dis par là, c'est que j'aurais aimé voir le plein potentiel de ces équipes-là avec leur équipe type à 100%. Mais dans le foot, tu n'es pas tout le temps amené à aligner ta meilleure équipe, surtout qu'il y a beaucoup de matchs, il y a tout le temps des enchaînements, des suspendus, des blessés qui vont arriver. Donc c'est difficile à chaque fois de te dire que tu vas arriver à chaque fois dans un grand match avec tous tes titulaires disponibles. C'est très rare. Donc faut faire avec, c'est le foot. Faut accepter que tu as été dominé pendant 60 minutes par
par une équipe très forte et c'est tout. Si je parle là des absences et que je mets un accent dessus, c'est parce que je détestais cette narrative, ce que j'entendais, ce que les gens nous disaient ici, que le Barça Prime a perdu face à l'équipe Z du Paris Saint-Germain, doucement quand même par rapport à la réécriture. Maintenant, quand on a débunké l'impact des absences pour l'une et l'autre équipe, on va plutôt se focaliser sur pourquoi est-ce qu'il ne faut pas non plus être alarmiste, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas tout jeter à la poubelle comme j'ai vu beaucoup le faire lors du coup de sifflet final hier. Pourquoi? C'est tout simplement parce que, les amis, le Barça a affronté hier le favori numéro 1 à la victoire finale en Ligue des Champions. Le Barça a affronté la meilleure équipe d'Europe hier, pour moi. S'il y a une équipe qui se démarque, pour moi, je dis bien pour moi, ça reste le Paris Saint-Germain. Parce que oui, le Bayern, on peut en parler. Allez, le Bayern, ça peut aussi se battre, on verra bien. Mais pour moi, le favori numéro 1 aujourd'hui, ça reste le Paris Saint-Germain. Et hier, pour moi, tu as eu une sorte de reality check. C'est-à-dire que voici ce qui te sépare d'une potentielle victoire finale en Ligue des Champions. Le gap, le niveau qui te sépare de ça. Je pense que si le Barça veut aller gagner la Ligue des Champions, il va falloir améliorer, réduire ce gap le maximum possible parce que tu n'as pas forcément besoin d'être infiniment meilleur que, ou en tout cas meilleur que, pour aller par exemple gagner la Ligue des Champions. Hein. Le Paris Saint-Germain, tu peux les affronter demain, ça peut être beaucoup plus équilibré et les battre. Et même en n'étant pas à ton top niveau hier, si tu es plus réaliste, tu peux mener 2-0 et ce n'est plus la même physionomie du match. Hein. Je relativise beaucoup aussi parce que justement, en parlant de ces 30 premières minutes du Barça, c'était un rouleau compresseur. Le Paris Saint-Germain était dans la machine à laver. Vraiment, dans la machine à laver. Le Barça qui récupère absolument tous les seconds ballons. Le pressing qui n'était pas optimal, hein, parfait à 100%, mais assez quand même suffisant pour empêcher le PSG d'être confortable, de sortir. Tu récupérais les seconds ballons, t'étais bien en fait. T'étais pas non plus à un niveau stratosphérique, mais c'était bien ce que tu proposais sur les 30 premières minutes. Et le PSG, encore une fois, était dans la machine à laver. C'est derrière que ça se gâte. Est-ce que c'est un problème maintenant physique? Parce que tu as couru, tu as beaucoup couru. Pour conserver le ballon comme ça, il faut beaucoup courir, les gens ne s'en rendent pas compte. Mais aussi, pour aller chercher le ballon, pour vouloir avoir la possession, c'est-à-dire presser, ben, tu dépenses beaucoup d'énergie. Et le PSG a réussi à nous faire courir. Parce que le Barça, il ne faut pas l'oublier, a couru 3 km de plus que le Paris Saint-Germain. Sauf que tu as couru parfois beaucoup de temps dans le vide, parce que tu cours mal, parce que tu presses mal, et donc tu te fatigues. Pedri, il est cuit à la 78e minute. Il y a un problème. Donc, je pense que s'il y avait une équipe sur Terre capable de faire au Barça ce qu'ils ont subi hier, c'est bien le PSG. Aucune autre équipe sur Terre n'est capable de faire ça au Barça. De les faire courir autant sur 60 minutes, 55 minutes, sur 50 minutes, c'est impossible. C'est impossible. Normalement, avec les qualités que tu as au Barça, aucune autre équipe sur Terre n'est capable de le faire. Et c'est pour ça que je vous dis que ça ne sert à rien de dire c'est impossible, nos chances en Ligue des Champions, etc., etc., etc. Tu peux bien sûr rencontrer demain le Paris Saint-Germain, avoir une autre physionomie du match où tu as plus de maîtrise, où tu es plus frais en deuxième période, où tu ne cours pas autant dans le vide pour être cuit au retour des vestiaires. Donc, non, moi, je vais pas être alarmiste. Demain, tu vas rencontrer une grande équipe, tu vas gagner, ça y est, on est de nouveau la meilleure équipe du monde. Doucement. Doucement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la seule équipe capable, peut-être, un peu de se rapprocher de ce que le Paris Saint-Germain a fait, et encore, hein, c'est de très loin face au Barça, ce serait peut-être le Bayern, mais j'en doute. Pourquoi? Parce que le Bayern, certes, ils sont beaucoup mieux que la saison dernière, mais c'est une équipe aussi qui est un peu plus verticale que le Paris Saint-Germain. C'est pas une équipe qui veut la possession à outrance et être dans le contrôle du début à la fin du match. C'est une équipe allemande, en fait, le Bayern Munich. Aujourd'hui, le Barça est plus similaire au Bayern Munich. Donc, aujourd'hui, si je dois faire un ranking des meilleures équipes du monde, le Paris Saint-Germain est tout en haut. Arsenal, c'est pragmatique, mais lorsqu'ils doivent laisser le ballon, ils n'hésitent pas à laisser le ballon. C'est pas une équipe, je veux dire, qui ne jure que par la possession, hein, Arsenal. Donc, je vois aujourd'hui des équipes comme le Bayern, Arsenal, le Paris Saint-Germain, Barcelone, le Paris Saint-Germain tout en haut, et puis les trois autres derrière se battent pour la place de deuxième potentiel favori à la Ligue des Champions. Moi, je vais pas dire ici que parce que le Paris Saint-Germain, entre guillemets, avec des absents, a battu le Barça, ça y est, le Barça n'est plus une équipe crédible. Faut arrêter la fumette de 2 secondes là. Je vous l'ai dit, hein, c'est pas parce que le Paris Saint-Germain a gagné et que le Barça a perdu que ça y est, faut tout effacer au Barça. Moi, je pense que cette défaite, elle arrive au bon moment parce que, encore une fois, ça n'aura pas une incidence majeure. Tu as perdu la saison dernière face à Monaco, ça t'a pas empêché de finir top 2 du classement du top 8. Donc voilà, de toute façon, je vous l'avais dit dans le décompte des points aussi dans l'avant-match, ce n'est pas dramatique. C'est pas
tant les points, c'est plus la manière. Là, tu dois apprendre vraiment de ce qui s'est passé face au Paris Saint-Germain et te dire que c'est ça le niveau qui te sépare d'une potentielle victoire finale, en tout cas, en Ligue des Champions. Donc moi, je m'attends à ce que le Barça apprenne de ça, que Flick aussi apprenne de ça, parce que ce jeu vertical à outrance, encore et encore et encore et encore et encore, ça montre ses limites parfois. Il va falloir plus de contrôle au bout d'un moment. Si tu n'as pas le contrôle dans des matchs comme face à une équipe comme le PSG, ben, tu vas souffrir. Tu vas souffrir parce qu'on n'est pas une équipe qui est habituée à ne pas avoir le ballon. On souffre quand on n'a pas le ballon. Et il n'y a pas, encore une fois, beaucoup d'équipes qui sont capables de nous priver de ballon. Mais une équipe comme le Paris Saint-Germain de Enrique a été en mesure de le faire. Je pense, je le répète pour la 50e fois, c'est la seule équipe en Europe capable de le faire. Aujourd'hui, c'est le bon moment d'apprendre de ce qui s'est passé, de la défaite. Flick aussi, les changements font parler. D'habitude, à la mi-temps, il ajuste les choses et il renverse très bien les matchs du Barça. Mais contre le Paris Saint-Germain, pour moi, il s'est trompé avec les changements. J'ai pas du tout compris la sortie de Rashford. Incompréhensible. Et puis, il faut aussi parler de certains ajustements à faire. Par exemple, Koubarsi, il n'est clairement pas à son meilleur niveau depuis pas mal de temps maintenant. Donc, pourquoi ne pas voir un Christensen beaucoup plus? Un Christensen et un Eric Garcia, pour moi, ça peut être une bonne charnière. Un Christensen, même avec un Araujo. Je pense qu'il faudrait essayer d'avoir une charnière titulaire, en fait, essayer vraiment de trouver ta charnière titulaire. Certes, tu peux t'adapter face à certains adversaires, parce que tu joues des équipes qui ont des Rondon, des Muriqi, tu peux pas aligner une défense Koubarsi, Eric Garcia, c'est du suicide, d'accord? Mais face à une équipe joueuse, oui, je pense que ça aurait pu le faire. Le problème, c'est que Koubarsi n'est pas à son meilleur niveau. Mais si Koubarsi est à son meilleur niveau, c'est une charnière totalement logique, vu que tu vas avoir le ballon, il va falloir trouver des angles de passe, tout ça. C'est pas Araujo dont tu as besoin, c'est pas de son profil dont tu as besoin, je veux dire. C'est pas forcément juste le fait de défendre, mais juste le profil. Donc il y a des ajustements à faire, pas d'énormes ajustements. Là, tu sais que voilà, il te faut ton gardien titulaire. Si tu as signé ton gardien, c'était la plus grande signature de ton mercato, la plus importante. C'est pas un hasard. Et tu as besoin de lui. Tu as besoin du retour de Rafinha. Tu as besoin du retour de Fermin. En fait, tu as besoin que Baldé retrouve aussi son niveau assez rapidement. Donc voilà, je ne m'inquiète pas. Je pense que les changements seront apportés et ce n'est pas le catastrophisme de mon côté. Je suis frustré, je suis déçu. Je n'ai pas honte, comme beaucoup le disent. Moi, je n'ai pas honte, je suis déçu, je suis en colère, je suis frustré, et ça s'arrête là. Donc, je pense qu'il va juste falloir recommencer à travailler, te rendre compte du niveau qui te sépare du top niveau élite pour aller gagner la Ligue des Champions, et travailler humblement pour aller fermer ce gap le plus rapidement possible, c'est tout. Donc, on en reparlera bien évidemment après, mais pour l'instant, à l'instant T, c'est mon constat. Donc voilà les amis, encore une fois, je ne dis pas avoir raison, je ne dis pas détenir la vérité, c'est juste une analyse individuelle, subjective, personnelle. Vous avez totalement le droit de ne pas être en accord avec ça, et c'est pour ça que la section commentaires, elle est là. Discutez, dites-moi ce que vous en avez pensé, je pourrais en débattre avec vous. J'ai vraiment envie de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Le prochain défi du Barça sera de savoir comment réitérer les 30 premières minutes face au Paris Saint-Germain sur la durée de 90 minutes. C'est ça, c'est aussi simple que ça en fait. Donc voilà les amis, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. À très vite.